Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h45. On parle cuisine ce soir avec la gastronomie béninoise et son incroyable richesse. Un patrimoine culinaire propre au Bénin pouvant être un pilier de la croissance économique. Et il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons au Bénin, une innovation qui protège l'environnement et l'écosystème. Des précisions à suivre. Enfin, on parlera des traditions et expressions vivantes héritées de nos ancêtres, le patrimoine culturel immatériel dont la sauvegarde apparaît aujourd'hui comme indispensable. Et oui, je l'annonçais dans les titres, au Bénin, l'art culinaire occupe une place essentielle dans le développement. Il est même perçu comme un pilier de la croissance économique, notamment en raison de sa spécificité qui en fait un atout touristique majeur, d'où la nécessité de valoriser les mets traditionnels du terroir. État des lieux des spécialités gastronomiques incontournables qui existent au Bénin, c'est avec René Kofi et Patrick Adjabodou. C'est dans cette cuisine que Valérie, restauratrice, vit au quotidien sa passion pour l'art culinaire. Elle prend du plaisir à concocter certains délices traditionnels pour satisfaire les papilles gustatives de ses clients. Son goût pour la cuisine vient de la diversité des recettes culinaires dont regorge le Bénin, son pays. Des recettes malheureusement en voie de disparition. Il y a le yoyoé. Yoyoé, c'est un plat toujours à base de farine de maïs qui est souvent consommé à Abomey, Boycon et autres. Je n'en trouve plus souvent. Il y a le avata que beaucoup de la jeune génération ne connaît même pas ce que c'est. C'est une recette faite à base de feuilles de manioc et toujours de farine. Il y a aussi abloyoki. Il y a tellement de recettes qu'on ne trouve plus aujourd'hui facilement. Il faut aller chez sa grand-mère, il faut aller au village pour les retrouver et c'est dommage. Affectés par la disparition de ces mets, autrefois prisés par nos grands-parents, Valérie et Lorraine font partie du nombre restreint d'amoureux de l'art culinaire qui ont décidé d'offrir aux consommateurs des plats venus de toutes les régions du Bénin. Tout de suite, quand nous avons sorti notre carte pour le restaurant, beaucoup étaient étonnés de voir le nombre de plats béninois que nous avons mis sur la carte. Et c'est ça qui fait qu'ils viennent souvent, puisqu'ils ne l'ont pas ailleurs. Je fais partie quand même de ceux-là qui ont osé dire on peut faire ça dans un restaurant. Et ça a vraiment pris. C'est une initiative qui enchante les passionnés des mets locaux. C'est le cas de Herman, qui s'offre le plaisir de déguster presque tous les jours des plats typiquement béninois. Oui, là, vous me surprenez en train de manger du djongoli au poulet, un plat béninois, comme vous le voyez. Et moi, j'ai souvent du plaisir à prendre les plats béninois. Herman est aussi bien conscient que la gastronomie béninoise souffre d'un manque de visibilité. La gastronomie béninoise a une grande valeur, mais une valeur qui, malheureusement, je pense qu'elle est sous-cotée, même à l'intérieur du Bénin. Quand vous prenez une béninoise, elle peut faire facilement des pâtes alimentaires, du macaroni et tout. Vous prenez une européenne, une italienne ou bien je ne sais pas, elle ne peut pas vous faire du djongoli par exemple. Donc on manque vraiment d'une culture réelle à l'exploitation. Pour ces promotrices des mets béninois, l'espoir est toujours permis pour pérenniser les recettes de grand-mère. S'il y a quelque chose à faire, c'est de le faire au plus tôt pour que quand même cette merveille, moi je l'appelle une merveille parce que c'est passionnant, c'est très beau d'avoir ces mets-là, ces plats-là chez nous. Nous avons une richesse. C'est vrai qu'au Bénin, on fait pas mal d'efforts, c'est pas mal, mais on doit faire encore mieux. Le présenter dans de grands salons, le présenter ailleurs, je le veux. Je voudrais qu'un jour, ça je l'ai toujours dit, qu'un jour quand on me dit, est-ce que tu connais le Bénin? On va me dire, ah, le pays où on mange à Mio là. Oui, je serais vraiment ravie. L'art culinaire fait partie intégrante de la culture d'un pays. Ne pas le promouvoir, c'est renoncer à son identité.
Et je le disais aussi, il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons. Ce nouveau matériau permet de protéger l'environnement et l'écosystème et constitue une alternative crédible à la pollution engendrée par le secteur du bâtiment. Quels sont donc les avantages à utiliser les pailles de riz dans la construction des maisons? Christian Adadja, un spécialiste de la science des matériaux, nous éclaire. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc nous, on récupère cela et vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, avec incorporée à la terre pour construire les greniers de stockage de céréales qui tiennent bien 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz incorporée à la terre, et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz, nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins 1 ou 4 cm si vous voulez, et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entrevous de coffrail pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça qui prouve que vous avez moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez 2 avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Et le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, hygrothermique et autres. Culture, à présent avec le patrimoine culturel immatériel qui est un facteur important de développement, notamment pour les pays comme le Bénin. Pour sauvegarder et transmettre ce patrimoine aux générations futures, il apparaît aujourd'hui important de mettre en place un certain nombre de stratégies. Que retenir de la notion de patrimoine culturel immatériel? Les précisions dans le reportage à suivre. Ceci est un exemple de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Encore appelé patrimoine vivant, c'est la principale source de la diversité culturelle. Dans le patrimoine, vous avez héritage. Donc c'est l'héritage que vous avez acquis à votre naissance et qui vous permet d'être un homme parmi les hommes. La façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous nous logeons, la façon dont nous nous déplaçons, nous nous soignons, tout ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. Chants, danses, traditions orales, rythmes et rites, autant de spécificités du patrimoine immatériel susceptibles de contribuer au développement culturel et socio-économique de tout pays qui sait les valoriser. Sans la promotion réelle de la culture en général, une nation ne peut jamais prétendre se développer. On peut organiser un festival international pour faire venir des gens au Bénin pour découvrir ce vestige-là qui est en forte disparition. Lorsque ces visiteurs viennent, on peut, sur la base, j'ai parlé de Masgelele, produire ce qu'on appelle des objets de souvenirs qui sont vendus aux étrangers et tous les touristes aujourd'hui adorent retourner chez eux avec un objet de souvenir de la destination qu'ils ont visitée. Cette richesse culturelle mérite d'être sauvegardée et transmise de génération en génération au risque de perdre sa valeur au fil des années. Une sauvegarde du patrimoine vivant qui n'est possible qu'à travers la mise en place de stratégies adéquates. En termes de stratégie, premièrement, il faut introduire les langues béninoises dans notre système éducatif béninois. Il est temps que nous ayons un institut de recherche culturelle qui soit une institution respectable par les moyens qu'on y met et les ressources humaines qui les animent. Prendre conscience du rôle de ce patrimoine dans la construction des identités culturelles et dans les meilleures connaissances de soi s'avère un atout. L'enjeu est de le sauvegarder afin de le transmettre aux générations futures, seul gage pour un développement certain.
Au Sénégal, à présent, reprise des vols internationaux à l'aéroport international Blaise Diagne. Un protocole sanitaire strict est mis en place. Pour les passagers au départ, un test virologique PCR est exigé et pour les voyageurs à l'arrivée, ils sont surveillés de très près. Les détails avec Ouma Diao de la RTS. L'aéroport Blaise Diagne retrouve véritablement son caractère international ouvert sur le monde. Dans le hall, sur des écrans, des messages rappellent que le coronavirus n'a pas encore embarqué et des haut-parleurs diffusent des mises en garde. Sur le tarmac, un avion vient de se poser. Les passagers sont surveillés par le contrôle sanitaire aux frontières, caméras thermiques, thermoflash et questionnaires, dont une déclaration sur l'honneur. Au départ de l'AIBD, un sésame est exigé. Une attestation qui montre que vous avez été testé négatif à la PCR, c'est important. La fiabilité des tests rapides étant sujette à caution, ce sont des tests de biologie moléculaire dits PCR, Polymerase Chain Reaction, qui sont exigés. Autre précaution, la désinfection des sources potentielles de contact avec le virus. Les avions, les conteneurs des colis qui vont dans les autres pays, on nous demande toujours des interventions par rapport à ce genre de service. En cas de doute sur l'état d'un passager, il peut être isolé, prélevé et si nécessaire évacué par le SAMU. Dès qu'on a un cas ici, stabiliser le cas et ensuite réguler pour assurer son transfert vers une structure habilitée. Si c'est nécessaire qu'on l'hospitalise, c'est le SAMU qui régule. Pour dire est-ce qu'à Fan il y a une place, est-ce que même à Mour il y a une place, etc. En tant que service des urgences, le SAMU n'intervient pas que sur des soupçons de Covid. Que ce soit les arrêts cardiaques, les malaises, tout ce qui se passe au niveau aéroportuaire, quelle que soit la zone, on est ici, aussi bien ici qu'au niveau du fret. Le SAMU et le service médical de l'aéroport ne négligent rien et les mesures sont un mal pour un bien. Ce n'est pas vraiment pour fatiguer le passager, mais en réalité, on veut réduire au maximum la contamination qui pourrait venir éventuellement de la voie aérienne. 4 laboratoires d'analyse biomédicale ont été retenus pour les tests PCR. Il s'agit de l'Institut Pasteur de Dakar, de l'IRSF de Diamniadio, de l'hôpital Le Dantec et de l'hôpital militaire de Ouakam. La liste n'est pas fermée selon la DGS qui rappelle que le coût du test est fixé à 40 000 francs. Et c'est tout pour ce 19h45. Demain, c'est le baccalauréat 2020. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Vous pouvez suivre cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien.